Donc, bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui vont se connecter en direct. En tout cas, donc c'est une session aujourd'hui où tout le monde pourra participer. Par contre, on va vous demander au démarrage, on va présenter, on va lancer la conférence avec quelques sujets et on vous fera signe pour les interventions, questions-réponses en direct. Par contre, en attendant, on va vous demander de prendre la peine de fermer vos micros. Et également, sachez que si vous ouvrez vos caméras, la conférence est enregistrée et donc c'est vrai que pour le replay, vous acceptez le fait que votre vidéo, en tout cas votre visage, soit retransmis lors du replay. Qui sera mise à disposition, hein, puisqu'on a presque un peu plus de 200 inscrits qui ont demandé à suivre la conférence. Tous ne seront pas en direct, mais une bonne partie y accéderont avec le replay qui est mis à disposition sur le site des diplômés. Avant de commencer la conférence, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je suis Florence Dugas, promo 97 Rouen. Je travaille dans le secteur de la finance en organisation et système d'information je suis dans une société qui s'appelle Talent Consulting et j'anime en fait le club Art et Culture, qui est le club de loisirs depuis un peu plus de 7 ans. Juste un rappel rapide, donc le club, c'est chaque trimestre, c'est une soirée qui permet aux gens qui viennent régulièrement à nos événements de se retrouver autour d'un dîner pour parler de l'actualité, des sorties, des expositions, des choses à faire et ce qu'on peut faire dans le club. C'est le plaisir aussi de partager une passion commune. C'est un certain nombre de visites guidées et sorties culturelles qu'on propose depuis 7 ans et dans le cadre de cette conférence, on lance également un certain nombre de rencontres autour des métiers de la culture ou en tout cas sur des portraits d'alumni qui font des parcours dans le secteur culturel. Donc, je me suis permis simplement de dire voilà les prochains événements qu'on a programmés qui sont en ligne en inscription. Donc, on a une soirée Drink Campaign qui est une soirée plutôt vous venez, on vous met des pinceaux, une toile et avec un verre, tout le monde se détend et peint pendant 2 heures. C'est une façon de se retrouver de manière conviviale. On a organisé là aussi la visite de l'exposition Georgia O'Keeffe. Et au 11 décembre, pour les cadeaux de Noël, on vous propose aussi une visite conférence avec Bertrand Catry, qui est un ancien de Neoma, qui vous fera découvrir le fonctionnement de l'hôtel Drouot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de se familiariser sur comment ça fonctionne. Et il y aura également une soirée rencontre after work au mois de décembre pour parler de l'actualité. Je vous propose de commencer donc sur la conférence. Donc en fait, je remercie en fait nos 4 invités qui ont répondu à l'appel. En plus, ça a un plateau très varié puisque déjà en fait nous avons 3 intervenants qui ont créé leur entreprise avec des plateformes NFT dédiées en fait au secteur artistique. Donc on a un peu tous les secteurs puisqu'avec Pierre-Étienne Pommier, donc en fait il a créé une plateforme pour vendre, en fait, échanger un certain nombre de services autour des photographies. Christian Reddy sur le domaine de la musique et Jean-Sébastien Vaucan avec la collection.io avec, je dirais, le domaine artistique avec des éditions limitées de reproduction ou en tout cas d'éditions limitées avec des grandes institutions culturelles. Donc, notamment, la première initiative a été avec le British Museum. Et enfin, Benoît Coffin, qui travaille dans l'asset management, qui, je dirais, s'intéresse énormément au secteur artistique, qui a créé un excellent petit livre de synthèse sur le marché de l'art. D'ailleurs, il faudra que je vous le représente en fin de conférence. Et qui, justement, s'intéresse à la gestion d'actifs et aux services qui peuvent être faits autour du domaine de l'art. Donc, bienvenue à tous. Merci. J'espère avoir bien présenté. Si vous voulez ajouter quelques éléments. Alors, juste rapidement, la conférence, on n'a pas une vocation à être technique, on va surtout parler d'application et essayer d'être pratique. Donc, juste un rappel avant de commencer la conférence, je voulais revenir sur le concept de blockchain. À l'origine, vous connaissez la blockchain, souvent par simplement déjà les bitcoins, ces monnaies virtuelles qui ont été mises en ligne. Donc, en gros, c'est une technique de stockage et de transmission de l'information qui est transparente, décentralisée, qui permet de valider, de sécuriser les échanges.
quelles que soient les données. Donc, c'est plutôt un protocole d'échange qui permet une traçabilité. Je pense que pour quelqu'un qui ne comprend pas, quand on parle de blockchain, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une transaction ou une opération liée en fait à votre transaction, il y a un chaînage sécurisé que fait que tout est lié. Et c'est un peu l'image du livre de compte. C'est-à-dire quand vous faites un livre de compte, quand vous écrivez une opération, si vous avez fait une erreur, vous ne la faites pas disparaître, vous l'extournez, vous avez une contre-écriture. C'est un petit peu la même idée sur la blockchain, c'est-à-dire que tout ce qui va être fait sur votre Bitcoin ou sur un NFT, tout ça va être transcrit, enregistré et traçable. Donc, il y a vraiment une forme de sécurisation et c'est vraiment un protocole. Donc, on l'utilise souvent pour un certificat parce que c'est traçable. Ça peut être une propriété, ça peut être de la traçabilité sur un processus. Donc, il y a toutes sortes d'utilisations qui peuvent être faites. Par contre, entre, je dirais, le protocole initial qui a été utilisé pour les blockchains qui sont des jetons fongibles, on a le concept plus récent avec un nouveau protocole qui a donné en fait les jetons non fongibles, qui sont non fungible token pour NFT, qui est l'abréviation utilisée avec le logo qui s'est développé. La différence, c'est que un Bitcoin, en fait, quand ils sont émis, ils sont duplicables, interchangeables, ils sont communs. Donc, c'est une norme, en fait, qui permet de les émettre, mais après, j'allais dire, ils sont interchangeables. Un jeton non fungible, ce qui est intéressant, c'est qu'il introduit un concept de rareté et d'unicité comme une numérotation. Donc, pour faire une comparaison avec le numérique, on va dire par exemple au niveau physique, quand vous émettez des lingots, des pièces de monnaie ou des billets, ils ont tous la même valeur, ils sont échangeables. Disons vos bitcoins, c'est la même chose ou des malls ou d'autres utilisations avec le blockchain. Sur le NFT, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être sur le concept de l'unicité. Ça va être la voiture de collection, ça va être un bien immobilier, ça va être une toile de Matisse. Il n'y en a pas une deuxième identique. Et donc, du coup, vos NFT, quand ils sont émis, on peut avoir le même système de numérotation avec des cartes. Alors, ça a commencé dans le domaine du jeu, où on a eu un peu ces cartes de collection qui ont été émises pour pouvoir jouer dans des jeux et qui vous permettent, un peu comme les anciennes collections de Panini, de dire il y a eu 100 éditions d'une carte, elles sont vendues. Le NFT, ça a été les premières applications. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques d'ailleurs sur nos intervenants sur la façon de présenter? Parce que j'ai été vraiment très basique. Voilà. Donc, pour lancer le sujet, je me suis permis de faire une petite chronologie pour montrer qu'en fait, voilà, en 2017, on a eu le concept de NFT qui a été lancé. Les premières applications qu'on a eues ont été faites dans le domaine du jeu et ce qui a un peu popularisé dans le grand public les NFT, c'était le lancement d'un jeu qui s'appelle CryptoKitties, qui a eu un phénomène de mode un peu comme les Pokémon, qui a été assez populaire, surtout dans les milieux anglo-saxons. L'idée, c'était un jeu en fait où ils émettent 50 prototypes de chats. Donc en fait, le NFT contient un code comme un code génétique, c'est un code informatique qui permet de donner une description de votre chat qui lui donne son apparence. Et ce code génétique, vous pouvez l'acheter. Il y a eu 50 000 émissions. Et après, ils ont fait un petit programme qui permettait de croiser ces codes génétiques avec un autre chat. Et vous obtenez une résultante, comme en génétique, avec un facteur un petit peu amusant, puisqu'il y a des gènes qui peuvent muter, entre guillemets, c'est l'équivalent. Et ça a eu du succès, il y a eu 100 000 joueurs. Et il faut savoir que les CryptoKitties sont plus ou moins rares. Et du coup, il y a un marché où c'est revendu et il y a eu un record de vente. Donc, le CryptoKitty le plus cher qui a été fait, c'est 170 000 euros. Allez sur le site, c'est un petit peu ludique. C'est l'occasion de découvrir un petit peu ce que c'est. Et je dirais, depuis l'univers des jeux, là, on voit que cette année, ça a été quand même relativement investi pour des applications dans le domaine de l'art que je trouve très intéressantes. Donc, la première étape que j'ai voulu signaler, c'était quand même une vente record d'une œuvre numérique sous forme de NFT. Donc, c'est une toile, en fait, c'est une image numérique reconstituée avec plusieurs centaines d'images de Beeple. D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, c'est Beeple, B-E-E-P-L-E.
Et donc, en fait, cette vente record, donc l'œuvre a été vendue pour 69 millions de dollars et le troisième artiste le plus cher au monde après donc Jeff Koons et David Hockney a été Beeple à ce moment-là avec un NFT, ce qui était quelque chose d'assez innovant, qui s'est vu beaucoup dans les médias. Depuis, ce qui est intéressant, c'est que les domaines des musées et des institutions culturelles s'en emparent. Donc, au mois de mai 2021, on a une initiative en fait de la Galerie des Hauts-de-Fils qui a mis en vente, alors il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 12 au total qui sont émis, l'émission de ce qu'ils appellent des jumeaux numériques HD. Donc l'idée, le premier qui a été fait, c'est un mise en vente, c'est le Tondo Doni de Michel-Ange de 140 000 euros. C'est une sorte de copie haute définition avec un certain nombre de caractéristiques extrêmement riches. Et la personne qui achète, en fait, elle achète finalement un double numérique qui peut être exposé, qui peut être présenté dans une galerie virtuelle ou qui pourrait être, on pourrait imaginer à terme, si c'était une sculpture, peut-être présentée comme un hologramme dans un musée ou quelque chose comme ça. Donc, et ça a rapporté quand même, le premier a été vendu pour 140 000 euros. Et cette initiative a été reprise par d'autres galeries, et bon, la Westworth Gallery en Angleterre et aussi le musée de l'Ermitage. Au mois de juin 2021, on a une autre initiative pour une vente aux enchères d'une œuvre physique. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est une mise en vente classique d'un tableau de Claude Monet, mais qui a été couplé en fait avec ce qu'ils appelaient une sorte de passeport artistique, qui est en fait pareil, une copie numérique haute définition avec peut-être un certain nombre d'informations précises sur les bandes, sur les dos de l'œuvre et tout, qui peuvent peut-être aider à l'estimation et surtout à l'authentification de l'œuvre, et qui était couplée et proposée avec la mise en vente. Donc ça a été mis en vente. L'œuvre n'a été retirée de la vente faute d'acheteur puisque la mise à prix était à 1 million d'euros. Au mois de juillet 2021, on a eu une autre initiative intéressante, la première titrisation. Donc l'idée, c'est la mise en vente d'un tableau de Picasso qui était La fillette au béret, avec une émission totale pour un peu plus de 3,6 millions. Et en fait, ça a été vendu sous forme de parts, c'est-à-dire que vous pouviez acheter une part de ce tableau, sachant que le tableau est stocké dans un entrepôt sécurisé et qui allait être amené à être prêté à des institutions, des musées au cours d'expositions. Et c'est une façon de posséder une part, un petit bout de Picasso, et c'est une application finalement d'une gestion d'actifs appliquée à une œuvre physique. Et la dernière initiative que j'avais citée, mais vous n'êtes pas le seul, mais en tout cas, le lancement de la plateforme lacollection.io, qui vise en fait l'émission d'un certain nombre de copies de NFT numériques, avec des tirages plus ou moins rares, qui peuvent aller d'un tirage plus important comme une carte postale à des tirages à 1, 2 ou 3 exemplaires ou 10 qui sont vendus dans ce cas-là aux enchères. Et à l'occasion donc de la première rétrospective de Kouzai, le British Museum a fait un partenariat avec la collection, et donc il y a eu un certain nombre de mises en vente de ces versions numériques. Donc c'est vrai que je vais enchaîner. Donc c'est vrai que là j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, donc Jean-Sébastien qui est là en fait sur cette plateforme a communiqué il y a la semaine dernière, notamment sur les premières ventes, notamment sur des versions extrêmement rares de la collection de ces copies numériques. C'est l'équivalent des copies numériques finalement de gravures ou d'estampes, mais adaptées au digital. Donc là, on voit qu'il y en a une qui a été vendue pour à peu près 45 000 euros. Je pense que c'était un système de vente aux enchères. Alors, c'est vrai que quand je vois ces initiatives-là, je me pose toujours la question sur quels sont les acheteurs, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie d'acheter un NFT, pourquoi et qu'est-ce qu'ils en font. Parce que c'est vrai que là, on est sur une copie digitale d'œuvres physiques. Donc, peut-être Jean-Sébastien. C'est une... Oui, merci Florence. Alors peut-être avant de répondre tout de suite à votre question, petite jeunesse sur le projet pour expliquer aussi pourquoi j'ai voulu lancer la collection. En deux mots, mais c'est une initiative que j'ai eue au mois de janvier, en début d'année. Et j'avais une réflexion au moment du confinement, on en était au troisième confinement.
Et dans mes rôles professionnels auparavant, j'avais l'habitude de voyager au moins une semaine par mois, 1 à 2 semaines par mois. J'ai toujours pris le temps de visiter une galerie ou un musée en local. Et à Paris, c'est également quelque chose. Enfin, je suis parisien et si je vis à Paris, c'est également pour pouvoir, en moyenne tous les 10 jours, c'est un petit rituel que j'ai. À l'heure du déjeuner, me faire une exposition, ça me vide la tête et c'est quelque chose qui est pour moi presque plus efficace que faire du sport. Et en plein confinement, c'est impossible évidemment de voyager, tous les musées sont fermés. Et je suis assez, on va dire, déçu par toutes les applications digitales qui existent pour profiter de la culture. Je me rends compte que le marché de la culture, les musées, se rencontrent enfin une difficulté de dingue, une difficulté financière, une crise sans précédent. Des musées comme le Met ou le Brooklyn Museum vendent des œuvres d'art, pas cette fois pas pour renouveler leur collection, mais vraiment pour payer leurs salariés. Alors même qu'il y a des plans de restructuration très violents. Et donc, en parallèle de ça, moi, ça faisait un moment que je regardais les NFT ce qui m'a intéressé, c'est le modèle de licence de marque sur lequel on s'appuie. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle de licence de marque, c'est par exemple le business model de Sorare, appliqué au monde du football avec les clubs de foot. Or, la licence de marque, c'est aussi un des piliers de la diversification des ressources financières pour les institutions culturelles. C'est le cas, par exemple, du Louvre, c'est le cas de l'Opéra de Paris, qui, en fait, tire profit d'une marque très, très forte pour nouer des partenariats avec des acteurs tiers. Si je prends le Louvre, il y a des partenariats avec Uniqlo, Swatch, DS, enfin, j'en passe. Et en fait, ce qui m'a fait tilt, c'est tout d'abord le fait que l'agent de licence de marque du Louvre est le même que celui du Paris Saint-Germain. Donc là, je vois une similarité et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est contacter des institutions culturelles juste pour tester cette idée. À ce moment-là, j'avais pas du tout l'idée de me lancer. J'étais très bien dans mon job précédent j'ai réussi à parler très rapidement à 3 musées. Et un des musées, j'ai eu une discussion avec un de ces musées qui a changé ma vie puisque j'avais en face de moi une personne qui m'a expliqué que ça faisait 1 an qu'il réfléchissait au NFT. Qu'en fait, j'avais quelqu'un de hyper sachant dans le domaine et ça, je m'attendais pas à voir ça dans le milieu culturel. Donc, en fait, 48 heures plus tard, je me suis juré de ne pas mourir sans avoir testé cette idée. Je suis devenu d'ailleurs très, très pénible autour de mon entourage, mais vraiment. C'est-à-dire que j'étais obsédé par cette idée. Et donc, j'ai contacté des amis entrepreneurs. J'étais dans l'investissement avant, donc j'ai pu en contacter nombreux pour leur demander leur avis. Ils m'ont tous expliqué que c'était le meilleur syndrome de l'entrepreneur. À partir du moment où on est obsédé comme ça par une idée, qu'on devient pénible, c'est qu'a priori, il faut se lancer. Faut que ça sorte. Donc voilà, c'est ça un peu la genèse du projet. Ensuite, voilà, c'est avec le British Museum qu'on a avancé le plus rapidement. On a voulu créer un lien également entre le monde physique et le monde numérique. Comme vous l'avez dit, en fait, on s'est lancé le jour de l'ouverture de l'exposition physique au British Museum dédiée à Hokusai, le 30 septembre. Typiquement, au British Museum, vous pourriez découvrir une centaine d'œuvres d'Hokusai dans l'exposition actuelle. Et sur notre plateforme, on en présente 200 de la collection du British Museum. Donc, c'est aussi une manière de prolonger l'expérience muséale. Ensuite, ce qui est intéressant pour les musées, au-delà de l'aspect financier, c'est que aujourd'hui, quand je parle aux institutions culturelles, elles me répondent très souvent qu'elles ont 2 problèmes. Elles ont un problème donc financier, sans bien l'évoquer. Elles ont un problème aussi sur leur public. C'est-à-dire que la plupart des musées me disent, moi, le problème de mon public, c'est qu'il est principalement composé de femmes retraitées. Je quote, hein, c'est pas moi qui le dis. Et actuellement, il y a aussi une problématique liée à l'international. Quand vous écoutez Laurence Descartes, qui est maintenant la présidente du Louvre, on peut résumer sa vision en 2 mots, c'est jeunesse et international. Or, nous, après 1 mois de lancement, on touche déjà 110 pays. Donc, toucher une communauté internationale pour une structure comme le British Museum, c'était déjà le cas. Mais c'est une stratégie, on va dire une priorité pour les grandes institutions, mais ça l'est encore plus pour des institutions plus petites. Et si je m'appelle la collection, c'est que j'aimerais aussi mettre en avant la richesse de notre patrimoine culturel. Typiquement, je vous donne l'exemple de Ingres, qui est un artiste connu mondialement. Tout le monde connaît Ingres. Or, personne ne sait que le musée Ingres-Bourdelle, il est à Montauban. Voilà. Donc, ce musée-là, il attire en fait un public extrêmement local ou régional, peut-être à part au mois de juillet-août et encore. Et donc, en fait, faut voir aussi les NFT comme un moyen de toucher une nouvelle communauté
très international et très jeune. La moyenne d'âge des NFT collectors, c'est entre 33 et 37 ans selon les études. Donc c'est très intéressant pour un musée au-delà de l'aspect financier. Ensuite, pour répondre à votre question pour l'utilisateur, en fait, nous, l'intérêt, c'est de proposer bien plus qu'un NFT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, c'est une simple image. Demain, on va pouvoir proposer des services qui proviendront du musée. En fait, il faut voir notre base de notre communauté comme lorsque vous achetez un NFT ou lorsque vous nous suivez sur Twitter ou sur Discord. Vous faites partie d'une communauté, vous allez accéder à des contenus, à des services spécifiques. Donc, un exemple concret, c'est on va bientôt organiser un déjeuner au British Museum avec nos plus grands collectionneurs. Et en fait, on va les traiter comme des mécènes. C'est-à-dire qu'ils auront une visite privée, on aura un déjeuner, ensuite on aura une séance où on va écouter leur feedback. Et pour certains, ce sera la première fois qu'ils mettront les pieds dans un musée. L'objectif, c'est de proposer une expérience, on va dire, mémorable. Et qu'en fait, cela leur donne goût en fait de retourner au musée sans forcément acheter un NFT par la suite. Voilà, et ensuite, ce type de service, on va le multiplier et on va ensuite dépasser la simple, on peut penser à l'accès du contenu par exemple, c'est ou du service ou du contenu, ça peut être l'accès à un artiste lorsqu'on travaille avec des artistes contemporains. Donc, par exemple, une Q&A avec un artiste. Ça peut être un gala, ça peut être un dîner, ça peut être une visite virtuelle, ça peut être plein de choses. Et donc, c'est ça qui est intéressant. En fait, il faut le prendre comme en fait, accéder à une communauté, c'est comme une membership, en fait. Et nous, on va vraiment travailler sur cette notion de communauté et des avantages qu'on va proposer en plus de simplement le NFT en tant que tel. D'accord. Alors, par contre, comme vous dites, vous avez ceux qui sont voilà, avec mise aux enchères et comme vous dites, ça pose les personnes qui font l'acquisition, ça a à la fois un acte de mécénat parce que ça permet de mettre à disposition de l'institution une somme d'argent non négligeable. À côté de ça, j'ai vu qu'il y avait quand même aussi des éditions plus importantes. Alors, le terme de carte postale est un peu péjoratif, mais en tout cas des éditions qui sont à des prix beaucoup plus abordables. Et c'est une façon de posséder un petit bout de NFT voilà, à un prix avec un tirage plus important. Je me posais la question, en fait, vu le chaînage et le suivi du NFT, l'intérêt de passer à des volumétries plus importantes. Alors, en fait, la mission des musées, c'est de démocratiser la culture. Nous, ce qu'on cherche, c'est s'appuyer sur des musées pour démocratiser la culture à travers, on va dire, une fenêtre, une porte très, très innovante qui sont les NFT, mais également démocratiser les NFT. Et donc, on voulait viser les collectionneurs existants qui vont chercher la rareté. Et donc, ça, c'est effectivement pour toutes les NFT qui sont mis en vente aux enchères pour des niveaux de rareté qui vont de 1 à 100. Et puis, pour les éditions plus importantes, ce qu'on voulait, c'est mettre en place un système d'achat à un prix fixe qui est plus abordable, mais qui reste encore cher. Hein, c'est à 400 € et c'est plus pour des problématiques techno on est basé sur Ethereum et du coup, on a des gas fees qui parfois dépassent les 200 $. Donc, on peut pas se permettre non plus de vendre des NFT à 100 $ comme si on était sur Tezos. Enfin bref, au-delà des considérations techniques, évidemment qu'on va vouloir aussi créer des éditions plus importantes pour pouvoir permettre à des personnes qui sont intéressées par l'art, qui sont intéressées également par la technologie, qui n'ont jamais acheté de NFT, d'acheter leur premier NFT sur notre plateforme. Et puis, ils auront eux aussi accès à du contenu spécifique. Et ce qu'on a voulu pour démocratiser les NFT, c'est 2 choses. La première, c'est permettre l'achat par carte bleue. Parce qu'aujourd'hui, acheter un NFT, c'est assez complexe et c'est une grosse barrière à l'entrée. Il faut avoir un wallet, il faut connecter ensuite, il faut acheter des cryptos, il faut ensuite connecter son wallet sur la plateforme. Enfin, en gros, il y a énormément de perditions dans ce process. Et surtout quand on s'adresse à un public de musée pour certains, bon, là, on est sûr de perdre 99% de la population. Donc, on a voulu, ça, c'était un prérequis important, pouvoir permettre d'acheter avec une simple carte bleue. Et puis, l'autre initiative qui va aussi dans la même, on va dire, dans le même élan de vouloir démocratiser les NFT, l'autre initiative, c'est le British Museum lui-même qui a mis en place un pop-up store dans le musée qui explique ce qu'est un NFT, notre collaboration entre le British Museum et la collection. En plus, c'est un très bel espace. On est très content.
Et donc, ça permet, franchement, c'est extrêmement surprenant. Je pense qu'on n'attendait pas du tout les musées faire ça. Ça vous permet à une partie du public de sortir en ayant découvert, on va dire, l'œuvre de Kusai ou d'autres expositions, peu importe, et de sortir en ayant aussi appris ce qu'était un NFT. Parce que on est très conscient qu'aujourd'hui, 99% de la population ne sait pas ce que c'est encore. Donc, voilà, ce sont ce type d'initiatives et on est en train d'en développer beaucoup d'autres qui vont nous permettre de élargir l'audience parce qu'aujourd'hui, on reste focalisé sur un public un peu d'experts, on va dire, un peu geek et on pense qu'en fait, c'est une nouvelle forme de collection. Comme vous le disiez, alors nous, plutôt que de parler de carte postale, on parle de lithographie numérique parce que ça a les mêmes caractéristiques qu'une lithographie, c'est en édition limitée, c'est adossé à un certificat d'authenticité. En revanche, les différences, c'est qu'effectivement, déjà, c'est évidemment le format numérique. Et puis l'autre chose, c'est qu'on va pouvoir revendre aussi facilement qu'on va acheter, soit sur notre plateforme, soit sur des plateformes tierces comme OpenSea, qui est la plateforme, on va dire, leader pour toutes les transactions, en particulier du secondaire, c'est-à-dire les ventes entre utilisateurs. Ils viennent d'annoncer 10 milliards de grosses revenues. Donc, il y a une grosse partie du trafic qui passe sur OpenSea. Donc, nous, quand on achète un NFT sur notre plateforme, elle est automatiquement visible et disponible sur OpenSea. Oui, c'est ça. Il y a l'idée du second marché, du cadre de la revente. Notamment, on en rediscutera parce que je pense que vous allez bientôt nous quitter, mais il y a le concept un petit peu de droit de suite ou en tout cas d'une rémunération qui va au-delà de la première vente, qui correspond à un second marché avec une traçabilité des transactions sur la plateforme. Ouais. Christian, Pierre-Étienne, je pense que vous avez des problématiques similaires au niveau du public. Vous touchez de nouveaux publics de collectionneurs. Est-ce que vous connaissez un peu les profils qui viennent sur vos plateformes? Alors oui, on a trois types de profils sur notre plateforme. On a les collectionneurs de NFT, ceux qui ont déjà, on va dire, en portefeuille de 100, 200, 1000 ou 2000 NFT, qui eux sont les gros acheteurs, c'est les whales du marché des NFT. Donc on en a quelques-unes. Et on a ensuite les amateurs d'art qui viennent sur notre plateforme et qui achètent un NFT pour la première fois. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut très facilement le mesurer tout simplement par la part des NFT achetés en carte bleue et achetés en Ether. Et en fait, aujourd'hui, sur notre plateforme, on est quasiment à 50-50. Donc, ça montre à quel point proposer d'acheter un NFT en carte bleue est utile. Et puis, on a une troisième catégorie qui est plus le collectionneur traditionnel. En fait, l'art numérique n'a pas attendu les NFT pour se développer. Donc, c'est une vraie tendance de fond dans le marché de l'art traditionnel, en forte croissance. Et de nombreux collectionneurs cherchent à diversifier leur collection d'œuvres physiques avec de l'art numérique. Et donc, eux, ce sont nos futurs whales, si vous préférez. Et c'est des personnes qui vont être très attentifs à justement être ensuite considérés comme un mécène. Et en fait, les trois catégories vont chercher des services très différents sur notre plateforme. Donc, voilà, c'est ça en gros les trois typologies de communautés sur la plateforme aujourd'hui. D'accord. En tout cas, merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Florence. Bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Et Christian, justement, sur ces problématiques de public, en fait, pareil, sur la plateforme, vous avez un petit peu les mêmes problématiques? Alors, oui, alors peut-être pour en dire deux mots, je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien, parfait. Oui, on est un peu sur les mêmes problématiques. Le point de départ est un tout petit peu différent, si je peux prendre quelques minutes juste pour vous exposer un peu le projet autour d'Atlanticus qui est en pleine phase de lancement. Donc, je vais de réunion développeur en réunion marketing. Donc, là-dessus, on est vraiment dans les starting blocks. Et nous, le point de départ, c'est celui des artistes. Dans mes cofondateurs, j'ai quelqu'un qui est très impliqué dans le milieu de l'électro. Alors, on s'éloigne un peu de l'art noble, mais on est dans l'art populaire, disons. Et avec un constat assez unanimement partagé qui
la musique depuis 15-20 ans, c'est complètement digitalisé. Et aujourd'hui, les sources principales de revenus pour les artistes sont les plateformes de streaming. Sauf qu'il s'est passé quelque chose au passage qui n'a pas été tout à fait bien négocié par les artistes collectivement, c'est qu'ils sont restés sur des bases de répartition contractuelle de la valeur avec les maisons de disques, qui est resté très favorable finalement aux maisons de disques, héritées du monde physique, où il fallait encore presser les CD, les distribuer, les mettre dans les bacs, dans les Virgin et les Fnac, chose qui aujourd'hui complètement, enfin, en très grande partie disparu, puisque le streaming représente plus des 2 tiers des revenus de la musique. Et désormais, il suffit d'appuyer sur un bouton pour instantanément diffuser sa musique un peu partout. Sauf que les bases de rémunération sont restées assez proches des anciens contrats. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a un streaming qui est assez peu rémunérateur pour les artistes. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière et qui laisse entendre que pour gagner décemment sa vie, enfin pour vivre de son art, il fallait dépasser le million de streams par mois. Et sur un marché comme le Royaume-Uni, il y avait 0,4% des artistes, soit à peu près 1500 personnes, qui dépassaient ce million de streams par mois, laissant, pas sur le carreau, mais mettant en difficulté finalement tous ceux qui aspirent à vivre de leur art. Et donc, c'est un peu le point de départ d'Atlanticus, sans pour autant avoir pour ambition de remplacer le streaming, mais en tout cas d'ouvrir un nouveau front une nouvelle source de revenus pour les artistes à travers les NFT. Et nous, on joue finalement il y a beaucoup d'emballements autour des NFT et le Beeple a beaucoup contribué à ça, et puis les bitcoins de façon générale. Mais derrière tout cela, il y a des technologies qu'on appelle le Web 3 et qui s'appuient donc sur la blockchain, et vous l'avez bien expliqué au début, et qui permettent de décentraliser énormément les choses. Et sur la blockchain, c'est construit la technologie NFT avec 2 aspects qui nous ont particulièrement intéressés sur la musique. D'une part, le fait qu'on puisse émettre 2 biens qui sont digitaux, et la musique était déjà complètement dématérialisée, de la rareté, donc ça c'est vraiment ce qui nous intéresse, donc on se rapproche, et je laisserai M. Pommier après parler de la photo, parce qu'on est dans une démarche un peu analogue de séries limitées finalement autour de la musique, donc une autre façon de commercialiser la musique. Et puis une deuxième partie, et on l'a un peu touché du doigt, sur la partie royalties, donc ce qui est finalement la transcription effectivement dans les smart contracts des NFT du droit de suite à la française tel qu'il existe aujourd'hui dans l'art pictural, mais qui permet à l'artiste d'être intéressé sur les ventes secondaires qui sont faites à partir de son NFT qu'il a émis lui de son côté. Et donc Atlanticus, c'est ce projet-là, de permettre à des artistes de diffuser leur musique auprès de leurs fans et des collectionneurs. Donc on est vraiment sur ces publics. Évidemment, on a aussi des crypto-investisseurs qui forment des fortunes faites sur les crypto-monnaies et cherchent aussi d'autres relais de croissance pour leur placement. Et effectivement, alors on partage ça peut-être tous les trois. On est sur des publics qui sont sur des profils finalement assez différents et avec des motivations différentes et des codes aussi de communication différents. Aujourd'hui, moi, je suis en plein dans des problématiques de communication. C'est pas on s'adresse pas de la même façon à un crypto-investisseur qui est beaucoup sur Discord, sur Telegram ou sur Twitter, ou un amateur de musique qui sera un peu plus sur SoundCloud ou voire Instagram. Donc, il y a un mix, un équilibre à trouver dans les façons de s'exprimer autour du NFT qui intéresse pourtant ces différentes communautés de collectionneurs. Donc, voilà un peu pour vous brosser le projet qu'on construit autour d'Atlanticus. On commence par un secteur bien particulier qui est celui de l'électro, qui a pour particularité d'avoir des artistes qui sont, pour une grande partie d'entre eux, autoproduits, et donc qui sont un peu maîtres du destin de leurs œuvres. On pourra en parler aussi un petit peu après, mais il y a des problématiques de droit qui concernent les NFT, à savoir quoi est-ce que exactement donne droit le NFT. Aujourd'hui, il est très qualifié finalement de droit de consommation, droit d'usage privé dans un cercle familial. Mais après, tout ce qu'on produit sous forme de NFT est finalement conserve cette faculté de reproduction infinie et sans forcément de détérioration
Donc, savoir finalement quand je suis détenteur d'un NFT que j'ai payé plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers, voire millions d'euros, de quoi suis-je in fine le propriétaire, surtout quand il y a des droits attachés aux œuvres qu'on a achetées, des droits de reproduction, des droits de commercialisation. On est, je pense, un peu tous en but avec ces problématiques-là. Aujourd'hui, sur Atlanticus, on est sur un usage privé, dans le sens où les morceaux de musique qu'on va diffuser sur Atlanticus seront inédits et ne seront pas diffusés sur les plateformes de streaming. Donc ça, c'est des engagements, enfin, aujourd'hui contractuellement, c'est la relation qu'on a avec les artistes, et c'est ce qui confère au NFT une forme de rareté. Et puis, alors, donc nous, on est très concentré sur la musique comme le premier étage, et puis le NFT permet de rajouter différentes couches qui viennent accroître un peu la rareté du NFT qu'on diffuse, soit des biens digitaux, donc c'est un peu du merchandising digital qui est fait au sein de ces NFT, avec des vidéos de making-of ou des photos dédicacées numériquement, mais aussi, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, des ponts vers le physique, puisque actuellement, on est en train de préparer le lancement d'un NFT où l'artiste a souhaité donner accès à tous ses concerts avec un accès backstage aux détenteurs du NFT. Et là, on a pour les ultra fans des choses qui commencent à avoir vraiment une résonance et qui, au-delà du fait de détenir un petit bout de la relation avec son artiste à travers la détention d'un morceau de musique tiré en série limitée, on a quelque chose qui permet d'aller un peu au-delà. Et donc, je me retrouve pas mal dans ce que disait Jean-Sébastien autour de c'est tout ce qu'on peut imaginer comme vie qui va au-delà de simplement de la commercialisation du NFT en tant que tel, et qui permet vraiment de recréer des communautés, d'autres façons d'interagir avec elles, et sans trop dévoiler les choses, parce qu'on en est vraiment au niveau 1 aujourd'hui du lancement de la plateforme sous forme de place de marché. L'idée, c'est après de recréer un peu le fan club à la mode digitale. Alors, je ne vous entends plus du tout. Je crois que vous avez votre micro coupé. Oui, Florence, vous avez votre micro coupé. C'est bizarre. Voilà. Là, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, je disais, en fait, on retrouve le concept d'exclusivité et en même temps la notion de service. En fait, au-delà de ce qu'on achète, on achète en fait un lien privilégié, l'accès à des services annexes qui pourront être déclinés. Et du coup, je pense que Pierre-Étienne Pommier, au niveau de la photographie, on retrouve les mêmes problématiques. Oui, alors l'idée avec Arago, c'est justement de voir ce que les NFT peuvent apporter en fait, pour résoudre un problème qui est le problème du marché de la photo, qui est un marché, si on regarde le marché de l'art globalement, qui se porte pas très très bien, c'est-à-dire que alors que tout le monde aime la photo, ça fait partie des arts les plus accessibles, ça représente aujourd'hui à peine 2% d'un marché de l'art qui est estimé à peu près à 50 milliards de dollars par an. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant une étude que le marché souffrait vraiment de ce problème d'unicité et d'authenticité. C'est que très souvent, quand on achète une photo, on ne sait pas exactement ce qu'on achète. On ne sait pas le nombre de tirages qu'il va y avoir. On n'a pas trop de garantie sur le fait qu'il suffit juste de changer de taille pour qu'on reparte sur une nouvelle série. Alors, ce n'est pas le cas pour les grandes galeries, les galeries les plus prestigieuses, mais globalement, ça pèse sur le marché. Il y a aussi un autre sujet qui pèse énormément sur le marché, qui était de la numérisation. C'est-à-dire que quand on achète une photo aujourd'hui, on achète un tirage physique, alors que souvent la photo est issue d'un fichier numérique. Et il y a quand même un besoin, une envie, et il y a des outils et des supports pour la photo numérique. Je pense au Frame TV, comme la télé de Samsung, où on parle beaucoup des métaverses. En tout cas, il y a un vrai besoin aujourd'hui de se dire on a aussi envie de pouvoir bénéficier des droits pour exploiter les photos qu'on achète dans l'univers artistique. Et puis, il y a également aussi une dimension un peu plus sociale qu'on peut aussi voir. Donc ça, c'était aussi un des gros aspects qui est sorti. En fait, les NFT se sont développés sur deux marchés importants dans le domaine de l'art. Un, le crypto-art, donc c'est essentiellement tout ce qui est art natif. Et c'était assez naturel pour les gens qui créaient sur leur ordinateur de vendre
sur la blockchain leur création artistique. Et deux, tout ce qui est plutôt collectible, ce qui est gamification, qui est jeu, donc c'est toutes ces dimensions sociales dont Christian et Jean-Sébastien ont parlé. Et là aussi, on s'est dit, globalement, il y a comme une nouvelle génération, et on l'a vu aussi, le Covid a été un accélérateur, de se dire, c'est quand même assez sympa de pouvoir se connecter à distance sur Discord ou via des jeux, via en tout cas, voilà, le numérique permet de construire du lien social et donc de transformer quand même la relation qu'ont les collectionneurs entre eux et les collectionneurs avec le photographe. Donc ça, c'est vraiment ces trois dimensions. Donc, c'est ce qu'on fait avec Arago. Avec d'abord, on crée pour chaque photo 8 tokens. Donc, on a la garantie qu'il n'y aura jamais plus de 8 éditions de chaque NFT. Ça, c'est scellé dans la chaîne et on ne pourra plus jamais faire. Il n'y aura jamais de 9e. Donc ça, c'est une énorme garantie. La deuxième, c'est qu'on crée aussi, on en a parlé, c'est un vrai sujet quand même, c'est on crée une licence. C'est-à-dire que quand on achète un token, on achète finalement un droit sur la photo qui correspond aussi à un droit d'exploitation numérique. Donc ça, c'est pas évident parce qu'on a essayé de le définir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je peux faire d'une photo? Est-ce que je peux la diffuser partout? Dans un cadre privé, dans un cadre public? On s'adresse nous aussi à des professionnels. Moi, demain, voilà, on discute avec des chaînes d'hôtels pour diffuser des hôtels ou des restaurants ou des entreprises pour diffuser des photos. Donc là, on a limité ça à 3. C'est-à-dire dans le contrat avec Arago, quand vous récupérez un fichier, vous avez la possibilité de le diffuser sur 3 supports et on est en train de développer une API qui va permettre de faciliter la gestion de ça. Mais vous avez également, parce que les photos, on a mis à les imprimer, la possibilité, c'est un service de commander un tirage, et qui est un tirage numéroté qui correspond à votre token. Et ensuite, il y a toutes les dimensions sociales. C'est vrai que c'est assez cool de se dire qu'on n'est que 8 au monde à avoir telle photo. Alors, le premier token reste la propriété du photographe. Et donc, il y a 7 collectionneurs. Et donc là, évidemment, tout est à inventer. On peut absolument tout imaginer. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de se dire, grosso modo, on crée un vrai service qui a pour vocation finalement à créer un nouveau marché, qui est un marché qui attire un public, sans doute, on peut l'imaginer, un peu plus jeune, qui n'a pas forcément envie ou l'habitude d'ouvrir la porte d'une galerie. Voilà. Et l'autre aspect sur lequel, qui est quand même aussi un axe important, nous, on a choisi, alors, ce n'est pas uniquement la techno, on a choisi de se développer sur la blockchain Tezos pour des raisons environnementales évidentes. On va en parler rapidement après. Ouais. Enfin, voilà. Donc pour nous, on pourra en parler plus tard, mais pour nous, c'est vraiment un critère. Enfin, je ne me voyais pas aujourd'hui créer une boîte où en fait, il faut allumer une demi-centrale nucléaire quand on vend une photo. Enfin, c'est pas du tout imaginable de concevoir les choses comme ça. Tout comme autour des NFT, il y a un certain nombre de pratiques toxiques quand même qui existent liées à de la spéculation. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on vend des vraies photos, on limite le nombre de photos qu'on vend, le nombre de photographes. Il y a quand même l'idée de pas forcément vendre n'importe quoi en surfant juste sur une vague qui a un engouement pour des tokens. Voilà. Alors, j'ai passé un petit peu, parce que je m'étais fait un petit panel. Alors moi, c'est différentes idées d'opportunités, parce que c'est quand même des innovations qui sont assez disruptives. Le marché de l'art, en fait, avait ses acteurs, ses codes. Je pense que Benoît pourra le confirmer, mais c'était un marché très structuré qui a un certain nombre de pratiques, et je dirais qu'il n'avait pas été forcément récemment, n'avait pas connu forcément une vague digitale, parce que, mis à part peut-être des boutiques en ligne, des possibilités d'acheter en instant payment dans des salles de vente, des choses comme ça, mais ça restait quelque chose à la marge. Et c'est vrai qu'avec les NFT, on a la sensation qu'il y a peut-être des opportunités d'innovation. Alors moi, j'avais listé tout un tas d'idées, mais il y en a certainement beaucoup d'autres, et je pense que Benoît pourra nous apporter un éclairage par rapport justement au service. Donc la première idée, c'est qu'on voit apparaître la notion d'une forme de certificat de propriété qui lorsqu'on achète un NFT, on achète un droit qui peut être couplé à quelque chose de numérique, mais qui peut être aussi couplé à un bien physique. On voit qu'il y a aussi des voitures de collection maintenant qui sont des éditions de prototypes de voitures en petits exemplaires qui vont être vendues sous forme de NFT. On l'a pour des tableaux, on l'a pour un certain nombre de choses. On voit qu'on peut imaginer la titrisation de certains actifs physiques qui pourraient être achetés à plusieurs, peut-être aller jusqu'à la démembrer des actifs. Donc peut-être imaginer, on achète des tableaux de Picasso, on en possède
possède une part et en même temps l'usufruit peut être mis dans un musée virtuel ou en tout cas un nouveau musée qui ne posséderait pas les œuvres mais simplement l'usufruit et dont les œuvres seraient détenues sous forme participative. Je ne sais pas, c'est des idées que je lance comme ça. Il y a cette notion aussi de traçabilité qui fait qu'on peut authentifier l'auteur, le créateur. Ça crée une transparence, je dirais, du marché à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que, comme vous dites, plusieurs pays, quand tout à l'heure, en fait, pour la collection, il évoquait qu'il touchait un peu plus de 110 pays aujourd'hui. Donc, en fait, ça décloisonne complètement le marché. Ça ouvre peut-être des opportunités de droits de suite ou peut-être de droits d'auteur ou de rémunération qui vont au-delà de la première mise en vente d'une œuvre et donc profiter lors des reventes sur le second marché, peut-être de toucher quelque chose pour le créateur ou l'auteur d'une œuvre. Après, je dirais, il y a aussi des aspects de toucher d'autres publics. Financer des structures décloisonnées. Donc là, c'est tout l'aspect, les galeries virtuelles. Alors, je sais qu'il y a les métaverses qui se créent où on peut imaginer, il y a des nouvelles galeries qui se créent où on peut exposer des œuvres pour mettre en vente. Donc là, c'est vraiment l'univers virtuel et du coup les NFT c'est une façon aussi de l'exploiter dans ces univers-là. Et je voyais aussi tout un tas d'utilisations qui peut être sur des services annexes. Par exemple, quand on voit le certificat d'authenticité sous NFT, c'est peut-être aussi d'avoir des garanties et des services complémentaires en termes d'expertise, d'identification de l'œuvre, de traçabilité en cas de vol, peut-être de services aussi autour des régulations, de lutte contre la fraude, le trafic d'œuvres d'art. Donc, je ne sais pas si Benoît, en fait, je cite tout un tas d'idées comme ça en vrac, mais par rapport à ces aspects-là, je pense que tu peux nous apporter une vision. Bien sûr, bonjour à tous. C'est vrai que c'est très intéressant parce que en fait cette question des NFT renvoie à énormément de questions que se pose le marché de l'art depuis certaines 150 ans, 170 ans. Alors comme on l'a déjà abordé très justement, il s'était déjà posé la question lors de l'apparition de la photographie, ce qui devait être environ il y a 150, 160 ans, et la question de la reproductibilité de l'art. Pour tout ça, je vous renvoie à tous les écrits de Raymond Moulin. C'est un sujet passionnant. Et il est vrai que depuis l'apparition de la photo, il s'est créé un système de création de la rareté de manière artificielle en limitant le nombre de tirages. Et comme vous l'avez très bien dit, le problème, c'est que ces tirages sont limités, mais par format. Donc, en fait, il est très facile pour un galeriste ou un artiste de limiter à 10 exemplaires une photo sur un format et puis tirer sur un format un peu plus petit ou un peu plus grand pour repartir sur un nouveau décompte. Globalement, c'est la question de comment donner une valeur financière à une œuvre ou tout objet qui potentiellement peut être reproductible à l'infini. C'est également la question de l'art digital qui se pose avec la question donc de sa valeur, de comment l'exposer, comment en jouir, sachant que c'est une question que le marché de l'art se pose depuis peut-être 15 ou 20 ans. En fait, à chaque fois qu'on assiste à une révolution industrielle et on assiste aujourd'hui à la troisième avec la révolution digitale, on sait qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrivent et s'imposent comme les nouveaux collectionneurs et arrivent avec leur bagage culturel. Et on savait que pour tous les entrepreneurs issus de la tech, leur bagage culturel était composé à la fois d'art populaire et d'art numérique. Mais ça renvoie exactement à l'apparition ou l'émergence du post-académisme avec l'impressionnisme, le symbolisme, lors de la première, de la seconde, surtout de la seconde révolution industrielle à la fin du 19e. Également, on savait que cet art digital avait se développer parce que, en fait, premièrement, c'est notre quotidien. Et également, il y a la question de la place qui se pose. On habite dans des appartements qui sont de plus en plus petits. Il est de plus en plus difficile de stocker des œuvres. Et on savait que l'art numérique était une possibilité de répondre à ces questions. Troisièmement, ce qui a favorisé l'apparition des NFT, c'est tout simplement
l'argent disponible qui est disponible dans le secteur de la crypto-monnaie. Cet argent était là, il fallait bien en faire quelque chose, et les NFT sont arrivés à un petit peu comme une source de sortie pour ces crypto-monnaies. Vous avez abordé beaucoup d'autres sujets. La question de la provenance, elle s'est imposée assez vite lorsque la blockchain est apparue. En fait, lorsqu'on se retrouve face à une œuvre d'art, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est une œuvre authentique ou si c'est un faux ou une copie. Pour ça, il y a deux grands moyens. Soit il y a les moyens, trois grands moyens. Il y a l'expert qui, par sa connaissance, peut authentifier un ou non une œuvre en fonction de sa connaissance. Et il existe un second moyen qui est le procédé scientifique ou technologique qui, par des photos au rayon X, à la lumière rouge, qui peut être également par des prélèvements pigmentaires, peut permettre d'authentifier ou non une œuvre. Et le troisième moyen qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle la recherche de provenance, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier tous les propriétaires successifs de l'œuvre jusqu'à arriver à l'artiste qui a produit l'œuvre en elle-même. Et si on arrive à recréer toute cette chaîne de provenance, alors on peut authentifier l'œuvre. Si au bout d'un moment, dans cette chaîne, on a un trou, alors on peut se poser des questions quant à son authenticité. Et ça, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la blockchain, parce que finalement, lorsque je vais vendre ou acheter un Bitcoin, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'au sein de la blockchain, on va générer en fait une recherche de provenance qui va permettre d'authentifier ou non le fait que je suis propriétaire du Bitcoin que je vais transmettre à quelqu'un d'autre. Et si à un moment on remonte dans les différents blocs et puis on laisse cette chaîne de provenance est coupée, alors la transaction ne sera pas possible. Et donc on a ce parallèle et ce syllogisme qui est extrêmement fort et qui a intéressé très vite le marché de l'art. Arrivé à ce moment-là, la question que vous avez également posée, qui est la question comment on pourrait éventuellement relier un NFT ou une version digitale d'une œuvre à sa version physique. Mais là, c'est tout la question de l'Internet of Things. C'est tout un sujet. Le marché de l'art est en train d'essayer d'implémenter différentes solutions. Là, ce qui sera le principal enjeu pour réussir à connecter un avatar numérique à son œuvre physique, c'est techniquement possible. Le plus dur, c'est que ça devienne une norme de marché. Ça n'aura de réelle valeur que si ça devient un standard. Si c'est une procédure trop compliquée ou mal connue du marché de l'art, ça aura du mal à s'imposer. Donc ça, ce sera vraiment la question de faire en sorte que ça devienne une norme. Vous avez abordé également la question du droit de suite. Je suis désolé, j'avance sur beaucoup de sujets différents, mais c'est pour donner un panel et essayer de bien différencier tous les sujets et d'essayer de traiter un sujet à la fois. Sinon, on se perd un petit peu. Autre sujet que vous avez abordé, c'est la question du droit de suite. Ça, j'ai bon espoir et beaucoup de gens ont bon espoir que ça devienne une réalité. Alors, première chose, qu'est-ce que le droit de suite ? Le droit de suite, c'est une logique selon laquelle l'artiste vendrait son œuvre à un collectionneur et qu'ensuite, à chaque fois que l'œuvre changerait de propriétaire, l'artiste toucherait une petite partie, 4 ou 5% du prix de la transaction. En fait, c'est pour éviter qu'un artiste méconnu vende sa toile 1 000 € et puis par un effet de spéculation, l'œuvre vaille 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros et finalement, l'artiste n'a pas profité de cette montée de prix. C'était la logique derrière ça. Alors, il y a des limites au droit de suite. Il faut aussi présenter les personnes qui posent des limites. C'est que en fait, l'artiste indirectement profite déjà de la montée des prix. Je donne un exemple. Je vends ma toile 10 000 € et finalement, un collectionneur arrive à le vendre 1 million. En fait, moi, en tant qu'artiste, dès que je vais produire des œuvres, je sais que je vais être en mesure de vendre ces œuvres 1 million. Donc, quelque part, j'en profite directement. L'autre chose qu'on a reproché,
c'est le fait qu'en fait, ça bénéficie plus aux gros artistes et aux artistes importants, puisque c'est basé sur un pourcentage de la transaction, et moins aux petits artistes. Disons que le plus compliqué aujourd'hui, c'est de faire en sorte de faire respecter ces droits. Alors c'est vrai qu'il y a la DAGP qui s'en occupe, mais malheureusement, très souvent, le droit de suite, même lorsqu'il est censé être appliqué, il n'est pas appliqué. Et ça, les NFT et la blockchain, c'est très très bien le faire. C'est-à-dire que par le système de smart contract, lorsqu'une œuvre est transférée, un NFT est transféré à un autre propriétaire, le système du droit de suite se déclenche automatiquement et peut permettre de rémunérer l'artiste. Et en soi, c'est très intéressant et ça va vraiment pouvoir se démocratiser. C'est déjà le cas d'ailleurs sur Nifty Gateway, sur OpenSea. Il y a des solutions pour le faire. Autre sujet que vous avez abordé, la question de la titrisation. Acheter finalement une part de l'œuvre. Déjà, la première question qu'on pourrait la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait titriser une œuvre? Pourquoi finalement je voudrais acheter une œuvre pourquoi voudrais-je acheter 10% d'une œuvre à $1 million et pourquoi est-ce que j'achèterais pas une œuvre à $100 000? En fait, pour une raison principale, c'est qu'en fait, on part du marché de l'art qui monte ou qui descend, ou qui baisse ou qui redescend. En fait, en général, le marché de l'art se divise en deux. C'est-à-dire que certains artistes les plus connus voient leur cote monter et de manière exponentielle, tandis que l'autre partie du marché stagne. C'est ce que j'ai constaté dans la première collection que j'ai commencé à constituer, qui était le marché des planches originales de bande dessinée, que j'ai commencé il y a plus de 10 ans, 13 ans. J'ai constitué une collection de 160, 180 planches originales de bande dessinée. Et à l'époque, les grands noms, Tintin et Hergé avaient déjà la valeur, mais les grands noms comme Franquin ou Uderzo, finalement, avaient une certaine valeur, mais restaient globalement dans la même gamme de prix que d'autres artistes moins connus. Et au fur et à mesure des années, on a vu vraiment les Franquin et les Uderzo battre des records en centaines de milliers d'euros, tandis que les artistes, on va dire, un peu plus confidentiels, on peut toujours trouver des œuvres à quelques centaines d'euros. C'est un exemple typique d'un marché qui se divise en deux et comme on peut le constater également aujourd'hui dans le marché du rétro gaming. La raison est que au fur et à mesure que le nombre de collectionneurs grandit à travers le monde, tout simplement de manière mécanique par l'augmentation de la population mondiale et puis des personnes au profil ultra high net worth, tout le monde veut la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un grand collectionneur, vous voulez soit du Koons, soit du Picasso, soit du Matisse. On peut faire le tour. Et chacun de ces artistes produit des œuvres dans un nombre limité et chaque œuvre est unique. En revanche, pour ce qui est du marché, on va dire beaucoup plus commun, chaque œuvre chez la jeune création contemporaine est beaucoup plus remplaçable. Donc, on va pouvoir, toute une partie des collectionneurs préfèrent privilégier les œuvres dites exceptionnelles et préfèrent posséder 10% d'une œuvre exceptionnelle plutôt qu'une œuvre beaucoup plus interchangeable, mais dans sa globalité. Donc ça, c'est toute la question de la titrisation. Malheureusement, lorsqu'on possède une part d'une œuvre d'art, bien souvent, on perd en fait tout ce qui est de la partie expérience ou expérientielle du collectionneur. En fait, oui, le plaisir. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, beaucoup de collectionneurs ne collectionnent pas pour une question d'investissement. Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu et il est difficile d'aller à l'encontre, mais il y a beaucoup de très grands collectionneurs qui collectionnent pas pour l'argent. Je vais parler d'une manière un peu vulgaire. Ils collectionnent pas pour l'argent parce qu'en fait, de l'argent, ils en ont déjà. Ce qu'ils viennent chercher dans la collection, c'est l'expérience et le statut social que ça renvoie. Ils cherchent à créer. C'est des personnes qui ont souvent
quasiment tout, qui ont tout réussi ou presque, et qui cherchent en fait dans la création d'une collection quelque chose qui soit au-dessus et qui cherchent une sorte de recherche un petit peu métaphysique dans ce que pourrait être leur engagement, et puis parfois une sorte de caractère intemporel en ayant l'espoir que leur collection leur survivra. Donc ça, malheureusement, dans les titrisations, on le perd. Voilà, j'espère avoir balayé un petit peu rapidement chacun des sujets que vous aviez abordés. C'est parfait. Alors, si je pouvais juste apporter une petite nuance, merci Benoît, je trouve que merci d'avoir repris et explicité chacun des items. Il y a une toute petite différence à apporter entre fractionnement d'une œuvre, le fait que finalement tout un chacun puisse s'acheter un petit bout d'un Picasso en découpant la détention en autant de parts, et la titrisation, puisque nous, on est un peu confrontés à ça dans la musique, puisqu'il y a aujourd'hui des plateformes qui se montent en disant venez financer mes œuvres et je vous donnerai derrière droit aux bénéfices que ces œuvres vont générer. Et pour le coup, là, on est vraiment dans une titrisation au sens financier. On est dans une association d'anciens d'écoles de commerce, donc soyons précis sur les mots, mais qui du coup entraîne aussi un effet ça introduit un biais, puisque ça vous amène à miser finalement sur des artistes dont vous pensez pas forcément qu'ils ont une valeur artistique intrinsèque, mais qu'ils ont le plus de potentiel d'appréciation ou de générer des revenus sur le marché. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais apporter. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on voit dans le domaine aussi du jeu. C'est-à-dire que certaines plateformes de jeux, finalement, s'autofinancent, non pas en cherchant des levées de fonds, mais simplement en vendant justement leurs jeux exclusifs qui donnent un certain nombre de droits et de pouvoir dans leur jeu. C'est une façon, eux, finalement, on détient une part de la société du jeu et finalement, on autofinance par l'achat de ces tokens le développement de la société et le développement du jeu. Donc, c'est vrai que ça change aussi des modes de financement. Alors, le dernier volet, on a déjà fait 1 heure. Il faut savoir qu'on a eu un peu plus de 90 participants qui nous ont suivis en direct, ce qui fait plaisir. Alors, il y a dernière petite chose que j'aimerais un peu aborder, c'est un petit peu tout ce qui est peut-être freins et risques. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une couverture médiatique assez importante, alors qui est plus spécifique sur le Bitcoin, parce qu'il y avait un côté très inflationniste dans le fonctionnement et qui demande énormément d'énergie. Et c'est la Bank of America qui avait fait un rapport sur justement la consommation énergétique des Bitcoins. Et donc, moi, j'avais évoqué, en fait, il y a des discussions, alors pas dans la même proportion parce que le protocole est un peu différent et moins consommateur dans certaines plateformes. Mais on avait notamment un artiste qui s'appelait Memo Haken qui avait calculé que, par exemple, l'émission de 18 000 NFT, ça correspondait en fait avec une émission moyenne d'un aller-retour Paris-Rome en avion. Alors bon, après, il faut voir dans quel contexte ça a été mesuré, mais il y avait quand même un contexte sur la conservation, l'énergie que nécessite la blockchain, qui pose juste la question de la volumétrie et de l'usage qu'on peut en faire. Donc, je pense qu'il y a peut-être des aspects, notamment Christian ou Pierre-Étienne, je ne sais plus lequel des deux vous l'avez évoqué, en lançant sa plateforme, de faire attention justement à un protocole qui soit moins… Non, mais voilà, ce qui est assez excitant et intéressant, c'est qu'on est sur un tout nouveau marché, des nouvelles technologies, donc, et on a comme un peu d'historique maintenant sur ce que peut faire le numérique et globalement depuis l'arrivée d'Internet, et on voit bien qu'il y a quand même des bonnes et des mauvaises pratiques, et je trouve ça, et c'était important quand même de se focaliser sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire sans donner des leçons de morale, en tout cas d'éviter au maximum ce qui peut être toxique, et donc dans ce qui est toxique, c'est notamment l'excès de consommation d'énergie, qui est quand même un réel problème, alors qui est énorme avec le Bitcoin, qui est quand même assez important avec Ethereum. Et nous, c'est la raison pour laquelle on a choisi de développer Arago sur la blockchain Tezos, qui, à titre indicatif, on consomme 2 millions de fois moins d'énergie quand on échange un token que sur Ethereum. Donc, c'est quand même un énorme sujet pour moi. Même si Ethereum parle de faire des modifications, de passer sur des technologies moins consommatrices, pour le moment, on en est quand même très loin, et acheter des photos de l'art, c'est super, mais si en même temps on bousille la planète, c'est quand même un peu dommage.
Alors, l'autre sujet, en fait, alors, comme on dit, c'est un marché qui est très transparent, mais qui est très disruptif. J'allais dire qu'aujourd'hui, contrairement aux galeries qui sont très régulées et qui font le rôle d'intermédiaire, justement, les plateformes permettent justement de créer une plateforme de vente d'un NFT. N'importe qui peut créer, façon de parler, mais c'est une image. Et c'est vrai qu'actuellement, en termes de loi ou de régulation et de contrôle, il manque justement des acteurs qui régulent et le cadre légal n'est pas encore fait. C'est quelque chose qui est encore dans le cadre de l'innovation et on se lance. Et c'est vrai que c'est très important le facteur de confiance sur les plateformes qui vendent des NFT, sur la pérennité de ce que va devenir ces plateformes et le fait que le service ou la valeur qu'apporte le NFT soit pérenne dans le temps. Ça pose des questions sur le cas de la faillite de l'émetteur. Est-ce que l'image qui est stockée, peut-être qui est des fois toujours stockée dans le NFT, mais qui est stockée à côté, est-ce qu'elle peut être perdue? Il y a eu des cas aussi de vente d'œuvres, mais dont les gens n'étaient pas les créateurs ou à l'origine détenteurs des œuvres qui vendaient sous forme de NFT. Donc c'est vrai qu'on a quand même encore un marché qui est en train de se trouver je pense que le facteur confiance est quelque chose d'extrêmement important. Et par rapport à ça, il est important de donner confiance sur les plateformes qui sont créées. On parle de risque de fraude. C'est vrai qu'il y a eu également des phénomènes d'enchères qui sont peut-être un peu gonflés parce que justement on a des contreparties fictives ou des coûts médiatiques qui fait qu'on fait monter les prix. Donc quand on regarde un peu rétrospectivement le cas de l'œuvre de Beeple, on s'aperçoit que c'est plus un coût médiatique qui a été fait par une société qui s'est acheté une opération de communication via l'achat du NFT. Voilà, donc c'est des sujets que j'évoque un petit peu comme ça. Je vous laisse un peu vous exprimer les uns les autres si vous avez des choses à évoquer par rapport, voilà, justement, vous êtes des pionniers. Comme on dit, il faut créer le cadre, il faut avancer sur ces sujets-là. Donc après, quelle réflexion vous avez par rapport à ça? Peut-être pour rebondir sur le manque de transparence et de régulation, je l'exprimais un peu plus tôt, ce qui est quand même sous-jacent à la construction de la blockchain, c'est finalement de décentraliser l'autorité régulatrice. Et donc, c'est un peu philosophique et un peu libertaire aussi dans son approche, mais c'est ce qui rend cette approche aussi innovante et assez excitante, je dois dire, le fait de ne plus passer par des autorités centralisatrices, par un certain nombre d'intermédiaires qui prennent leur commission. Et donc, de façon inhérente à la blockchain et à ces nouvelles technologies, il y a l'idée qu'on décentralise la source du pouvoir. Donc, ça ne va pas sans conséquence. Après, il y a des choses assez intéressantes, toujours un peu empreintes de philosophie libertaire, autour de ce qui s'appelle dans tout ce qui est crypto, les DAO, qui sont les Decentralized Autonomous Organization. Et donc, c'est des communautés d'utilisateurs qui s'organisent, qui établissent leurs propres règles de fonctionnement, qui de temps en temps peuvent émettre leur propre monnaie, leur propre token, et avec des droits politiques attachés à celui qui est très investi dans la plateforme ou qui est un gros utilisateur, a plus de poids et de voix au chapitre que simplement celui qui vient et qui repart aussitôt. Donc, il y a des formes de régulation qui se mettent en place. Après, c'est vrai qu'on a dans la blockchain, de façon assez inhérente, l'absence de voie de recours, puisque tout est censé déjà être crypté et encodé dans les smart contracts, ce qui fait que une fois que le smart contract est émis, il a en théorie une durée de vie illimitée et il n'est pas transformable puisqu'il est déjà d'ores et déjà réparti dans la blockchain et de ce fait infalsifiable. Donc, il y a certaines techniques qui existent aujourd'hui dès la conception du smart contract, de prévoir des cas d'usage qui pourraient varier dans le temps. Mais c'est là où, de temps en temps, on a un peu des problèmes d'anticipation de quels seront les usages demain autour des NFT. Pour simplement vous en dire quelques mots, notre premier lancement autour d'Atlanticus sera autour de la place de marché et de l'échange de morceaux de musique, mais on veut créer, ce que je vous disais, on a l'ambition de recréer
le fan club. Et donc, quand je détiens un NFT, quels sont les droits supplémentaires auxquels j'ai droit? Si je le garde longtemps, est-ce que j'ai un statut différent de quelqu'un qui ferait du day trading autour des NFT? Donc voilà, il y a plein de choses, plein d'usages à imaginer, et c'est effectivement assez compliqué de tout de suite les imaginer, de les coder dans les smart contracts. Et c'est vrai que du coup, on dévie, c'est pas tellement posséder un morceau d'œuvre numérique, c'est plus avoir accès à un univers, à des droits exclusifs, à des relations, des services. Et c'est vrai que là, c'est créer un nouveau marché, c'est créer de nouvelles propositions pour le public finalement. Moi, j'avais juste une petite question pour Pierre-Étienne, parce qu'il y a aussi une des choses qui nous intéresse, c'est la jonction entre le monde réel et le monde digital. Et c'est d'ailleurs ce qui rend fascinant le monde des NFT, puisque on citait l'âge moyen d'acheteurs dans ces univers-là, qui sont des acheteurs de plus en plus jeunes, et donc des générations aussi qui ont grandi entièrement dans un univers numérique. Donc, pour qui finalement détenir une œuvre digitale, on a souvent, j'imagine, Pierre-Étienne aussi, dans des dîners en ville, en disant mais qu'est-ce que ça m'apporte de détenir un fichier que demain je peux effacer ou reproduire à l'infini. Donc on est aussi dans un basculement, à mon sens, civilisationnel, sur le fait de désormais, comme notre univers est de plus en plus digitalisé, on est dans des référentiels qui sont aussi numériques. Donc le fait de détenir une œuvre digitale, l'exemple que je prends souvent, c'est celui de l'adolescent qui passe 4-5 heures par jour dans Fortnite ou Roblox. Finalement, ça ne lui pose pas de problème de commencer à dépenser de l'argent pour personnaliser son avatar, même si ça ne lui procure pas davantage dans le jeu. Mais ça devient de plus en plus partie intégrante de sa réalité. Et donc, j'en viens à ma question. Pierre-Étienne, parce que tu as évoqué le fait d'avoir un droit de tirage finalement sur l'œuvre numérique que tu as achetée. Est-ce que ce droit de tirage est lui-même limité? On a vu dans l'art contemporain pas mal d'artistes finalement laisser le choix aux collectionneurs, soit de continuer à détenir le NFT, soit de le burner, donc de détruire le NFT, mais pour en faire une copie physique, ce qui met les collectionneurs dans un choix cornélien sur qu'est-ce qui va prendre le plus de valeur là-dedans. Et donc, c'était pour savoir si côté photo et Arago, il y avait une réflexion de cet ordre-là sur quel est mon droit de tirage sur le NFT. On voulait éviter de donner ce choix entre est-ce que j'ai un papier ou est-ce que parce qu'en fait, il y a les deux, et puis effectivement, il y a de nouveaux usages qui se développent sur le numérique, qu'avoir une photo, l'imprimer chez soi, ça peut être aussi assez chouette, que à la base, c'est aussi un objet qui peut avoir une existence physique. Donc, avec la propriété d'un token, on a la possibilité de commander, c'est une option, un tirage physique qui est facturé quelques dizaines, centaines d'euros en fonction de la taille de la photo. Et ce tirage, il est unique. Il est uniquement lié à la propriété du token. Et au dos de la photo, il y a un code qui correspond à la propriété du token, ce qui a pour conséquence parce que nous aussi, on a un second marché, donc à partir du moment où on revend la photo, il faut qu'on détruise ce tirage papier pour pouvoir revendre le token. Donc, il n'y a que le propriétaire du token qui peut à la fois avoir l'accès à ce tirage physique, donc encadrer la photo chez lui, et en même temps bénéficier des droits d'exploitation numérique, les 3 droits qu'on a définis avec le contrat Arago. C'est assez chouette de se dire qu'on va pas opposer en fait le numérique et le physique, et que et tout comme la dimension sociale, comme tu disais, le fan club. Et en fait, moi, je suis convaincu que le numérique, ça peut permettre de créer des liens. Donc, il ne faut pas uniquement utiliser ça à des fins de quelque part de destruction, de corneriser les gens dans des espèces de choix, des faux choix, ce que font quand même assez souvent, de manière générale, sur le numérique, les algorithmes ou les plateformes sociales qui ont quand même tendance à… Et c'est vrai qu'il y a 2 univers qui s'opposent un peu dans le numérique et qu'on retrouve dans les cryptos, qui est d'un côté, il y a des hackers, il y a des gens qui veulent faire pirater le système, qui veulent tout décentraliser, et puis à côté, il y a un peu les spéculateurs qui veulent profiter de tout ça. Et au milieu, il y a quand même aussi des gens qui ont envie de faire des choses bien, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que ces technologies peuvent apporter sur des marchés respectifs en essayant de faire des choses à peu près correctes et qui rendent surtout un service aux gens.
Alors, je regarde un petit peu, hein, il y a eu pas mal d'échanges en post, hein, donc on va entamer la séance un peu questions-réponses. Alors moi, déjà, dans les questions que j'ai vues apparaître, il y en a une qui est assez intéressante. Que pensez-vous de l'annonce aux États-Unis concernant la taxation des NFT? Si cela se généralisait, cela ne mettrait-il pas en péril le développement du marché des NFT? Donc, Benoît, peut-être? Alors c'est la question en fait, et c'est l'un des plus grands enjeux de l'univers crypto et des NFT, qui est celui de la législation, parce que on sait qu'à la fois c'est un risque, parce qu'à tout moment les États pourraient siffler la fin de la récré et commencer à réglementer tout ça, voire même l'interdire. Et en même temps, c'est toujours très positif, parce que réglementer, c'est également reconnaître son existence et son importance. Donc ça sera toujours assez ambivalent à ce sujet, mais on se doute bien depuis longtemps que là où il y a de l'argent, l'État et surtout l'administration fiscale allait intervenir. Je pense qu'il y aura surtout un moment, enfin on est surtout dans une phase où ils se demandent comment ils pourraient faire techniquement et pratiquement, parce que c'est une chose de vouloir le faire, c'est une autre chose de pouvoir le faire. Mais en effet, ça pourrait intervenir. Mais comme c'est le cas pour le marché de l'art traditionnel, sur le marché de l'art traditionnel, on est taxé sur la plus-value. C'est pas pour autant que le marché n'existe pas et ne se porte pas très bien. Et il ne s'est jamais aussi bien porté. Ça c'est très gentil, c'est merci pour cette conférence d'une grande qualité. À quand un événement physique type Afterworld autour des NFT? Cela permettrait aux membres de l'écosystème de se rencontrer. Donc en tout cas, il y a un appel. Donc on essaiera de trouver une date. Par contre, je tiens à préciser, je pense que ce soit Christian, Pierre-Étienne ou tout à l'heure Jean-Sébastien, ils ont lancé leur plateforme récemment. Je pense qu'ils sont en plein dans le lancement, assez pris. Donc on essaiera de trouver une période où vous êtes un peu plus calme. Et puis Benoît, tu es sur Zurich, je crois. Donc, à l'occasion, on essaiera peut-être, il y a une période peut-être un peu plus calme, on essaiera de prévoir peut-être, comme on dit, un événement en physique, en tout cas, sur le sujet. Alors, peut-être juste pour finir, c'est que manque-t-il pour permettre une adoption de masse des NFT? Alors ça, je pense qu'on ne peut pas le provoquer, mais à part en parler, essayer justement de dire qu'est-ce que c'est. Non, mais il y a probablement sortir aussi les NFT de. Alors, ce genre d'événement, il contribue, mais de le démocratiser, de le simplifier. Aujourd'hui, pour acheter des NFT, ça demande quand même de s'y pencher un petit peu, de creuser le sujet. Il faut ouvrir un wallet, puisque c'est ce qui vous permet de transférer le NFT, de montrer enfin, pour contenir vos tokens. Et puis, il faut convertir généralement vos monnaies fiat, donc des monnaies légales, qui ont cours légal, en crypto-monnaie pour pouvoir procéder à ces achats. Et donc, voilà, c'est déjà deux haies à franchir pour commencer à être sur le marché des NFT. On l'évoquait un peu plus tôt, puisque la collection, ils sont sur Ethereum. On a des frais de transaction qui sont aujourd'hui extrêmement élevés. Donc, dans mon univers, la semaine dernière, il y a le rappeur Booba qui a émis, peu importe la forme, mais qui a émis 25 000 NFT de son dernier titre et qui les vendait chacun pièce 100, l'équivalent de 100 euros, un peu moins. Et il y avait pour 200 euros de frais de transaction pour enregistrer l'achat sur Ethereum. Donc ça, voilà, c'est aussi un autre frein. Alors, au-delà de son coût énergétique, et enfin, tout ça est corrélé, c'est des freins pour une adoption massive pour le public. Et puis, on l'a évoqué un tout petit peu plus tôt, il y a la réglementation et l'usage, les voies de recours qui peuvent être faites pour protéger aussi le consommateur, puisqu'on le souligne, comme il y a pas mal d'effervescence autour de ça, pas mal de spéculation, ça attire aussi beaucoup de gens attirés par des profits rapides et qui peuvent être aussi assez crédules sur les projets sur lesquels ils investissent, qui disparaissent du jour au lendemain ou sans auteur identifié. Sur les questions, est-ce que dans ceux qui nous ont encore suivis, parce qu'on a un peu débordé en termes d'horaire, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou un échange voilà, peut-être.
Alors, en tout cas, je vous remercie. Donc, on a été quand même suivi. On est monté à un peu plus de 95 participants en direct, ce qui fait plaisir. Sachez pour les participants qu'un replay est mis à disposition, qui est accessible aux diplômés. Pour nos speakers, en tout cas, pareil, si vous voulez avoir accès, on vous enverra également le lien si vous voulez l'exploiter de votre côté. Pour ceux qui voudraient en fait suivre un peu ce qu'on fait au niveau du club art et me retrouver sur LinkedIn. Alors c'est vrai que Florence Dugas, c'est courant comme nom, donc vous me trouvez par le lien du club art, et sur LinkedIn en fait je travaille pour Talent Consulting, donc c'est une façon de me retrouver. Donc si vous êtes connecté aux alumni, comme la directrice de notre association Agnès Flouquet ou Marion Morato, etc., vous allez me trouver assez facilement sur LinkedIn. Le dernier mot, en fait, à nos invités, si vous avez encore envie de dire quelque chose. Écoutez, merci à tous. Et c'était vraiment passionnant et on a hâte de découvrir ce que va devenir tout l'univers du NFT dans les prochaines années. Et 1 an sur la galaxie NFT, c'est un siècle dans notre vraie vie. Pierre-Étienne? Oui, en fait, c'est assez excitant parce qu'en fait, on construit quelque chose de complètement nouveau avec à la fois, je disais, on a 20 ou 30 ans d'historique et de connaissance des usages numériques. Donc, et ça va très vite, ça bouge très vite. Et donc, j'ai envie de dire, que ce soit à la fois aux personnes qui nous regardent professionnellement ou aux consommateurs que nous sommes tous, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser aux NFT, de rentrer dedans et de voir un peu les bons usages qu'on peut en faire parce que c'est vraiment passionnant. Et Christian? Pas beaucoup mieux. Je pense que, je reprendrai un peu les termes de Pierre-Étienne sur entre les spéculateurs et les hackers. Et effectivement, il y a une masse de gens avec de bonnes intentions sur effectivement de créer à partir de la technologie des usages assez nouveaux et assez décoiffants. Le terme fait vraiment très 20e siècle. Mais il se passe tous les jours des choses dans cet univers et c'est plongez-y. C'est étonnant. D'accord. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir répondu à l'appel, en tout cas. Sachez qu'on n'a pas répété avant, donc tout a été improvisé. Et puis, en tout cas, ça a été un plaisir. J'ai aussi beaucoup appris, parce que j'ai beau avoir m'être documenté, donc ça a été un réel plaisir. Et puis, on espère un peu se retrouver un jour en physique. Je essaierai d'organiser ça dans quelques temps. Merci à tous. Et puis, on se retrouve en replay et sur un événement du Club Art, j'espère en tout cas. Au revoir. Au revoir.